Le but de cette vidéo, ça va être de vous parler de ma recherche et préparation de stage de M1 pour le second semestre dans ma deuxième année à l'ENS Ulm. Donc je pense que je me suis pas mal débrouillé pour la recherche de stage. J'ai été, je pense, un des tout premiers à l'obtenir. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir ce stage-là. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi parler du stage que mes amis de promotion, des stages que mes amis de promotion ont eu, assez brièvement quand même. Et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je vais utiliser certains termes comme deep learning, reinforcement learning, machine learning, et je ne vais pas les expliquer dans cette vidéo. En fait, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur les types d'apprentissage et je l'ai faite exprès pour que dans cette vidéo-là, vous puissiez avoir une bonne idée de ce à quoi ces termes correspondent. Donc je vous conseille de la regarder d'abord si vous voulez comprendre un petit peu ce que veulent dire ces termes. Donc commençons. Donc j'ai commencé la recherche de mon stage pour le second semestre début octobre. Et cette année-là, on n'avait pas de liste de stages. L'année dernière, on avait une liste avec plein de stages qu'on pouvait faire. On avait juste à dire, j'aimerais bien faire ce stage-là, et normalement ça se faisait. Donc c'était quand même très simple. Moi j'avais voulu faire un stage à l'étranger, donc c'était plus compliqué. Mais pour les stages en France, on avait une liste, donc c'était très simple. Mais cette année, on n'avait pas de liste, donc ça rend quand même la démarche plus compliquée. C'est à nous à vraiment trouver le stage. On avait aussi d'autres contraintes imposées par l'ENS. On devait faire un stage de recherche, donc pas un stage d'ingénierie, un stage où on fait vraiment de la recherche. Il devait commencer début février, mais il peut commencer début mars, mais en tout cas après février. Et il devait durer 4 ou 5 mois, voire 6 mois, mais en tout cas 4 mois minimum. Et il devait être fait hors de France. Donc pas le droit de le faire à Paris ou je sais pas. En tout cas, ça complique un petit peu la tâche. Mais bon, pas trop. Mais en tout cas, hors de France. Et moi, pour ce stage donc pour mon deuxième semestre, j'avais envie de le faire dans le deep learning parce que j'avais commencé à faire du machine learning grâce au cours de l'ENS et j'avais entendu parler du deep learning et ça me semblait être un domaine prometteur. Et surtout, je le connaissais pas et du coup, je me suis dit, faire un stage, ça va me permettre de travailler, ça va me forcer à apprendre ce domaine-là. Et la raison même pour laquelle je le faisais, c'était que l'année prochaine, l'année qui vient là, je rentre en M2. Et à l'ENS, on a deux choix de master. On a le MPRI et le MVA. Le MPRI, c'est le master parisien de recherche informatique. C'est plutôt un master de recherche fondamentale. Et depuis le début, à l'ENS, c'est plutôt des cours du type de ce master qu'on a eu. Mais le deuxième master qu'on peut faire, c'est MVA. C'est master de vision et apprentissage, mathématiques, vision et apprentissage. Et là, c'est plutôt un master de machine learning. Et c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, si je fais un stage dans le deep learning, ça va me forcer à apprendre le deep learning et ça va m'aider à savoir si je veux faire le MVA. Et donc, du coup, ça va m'aider aussi à choisir mon master. Donc voilà, ça c'était un peu l'envie. J'avais envie de faire un stage dans le deep learning pour les raisons que je viens de vous citer. J'avais aussi envie de le faire soit dans une université, soit dans une entreprise pour voir comment le travail est là-bas. Parce que c'est à peu près les deux endroits où on peut faire de la recherche en informatique, donc dans les entreprises ou à l'université. Et comme entreprise où j'avais envie de faire un stage, il y avait par exemple FAIR. C'est Facebook Artificial Intelligence Research. En gros, c'est le centre de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Et il y en a à plusieurs endroits dans le monde. Il y en a à New York, en Californie, Seattle, Montréal, Paris. Mais donc Paris, on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est en France. Il y a aussi DeepMind. Ça, c'est le centre de recherche en IA de Google. Il y en a à Londres, Alberta, donc au Canada, Montréal, Canada aussi, Californie, Paris. Mais là, on n'a pas le droit d'y aller. Et surtout, en fait, au moment où je faisais la recherche de stage, il n'y avait pas ce centre à Paris. Il a été créé là en mai, je dirais. Donc c'est très récent. Mais le problème, en fait, c'est que avec ces entreprises-là, donc DeepMind et FAIR, c'est que si on veut faire un stage de recherche, ils donnent pas des stages de recherche en fait aux personnes en master. Ils donnent des stages de recherche aux personnes en doctorat. Donc du coup, moi, a priori, j'avais pas de chance pour faire un stage de recherche. Je pouvais juste faire un stage d'ingénierie. Mais je me suis dit, je vais tenter quand même. Je sais pas, je vais tenter. Je vais envoyer des mails. On va voir ce qui va se passer. Donc ça, c'était à peu près sur les endroits où j'avais envie de faire le stage. Donc université et entreprise. Et après, au lieu, à quel endroit sur la planète, j'avais surtout envie de le faire aux États-Unis. Donc notamment pour continuer à parler anglais et à m'améliorer en anglais. Mais le problème, c'est que pour aller aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Il faut donc un visa. Et le visa, il faut 3 mois à peu près pour l'avoir. Et donc du coup, si le stage il doit commencer début février et qu'il faut 3 mois de visa, ça veut dire que début novembre, il faut absolument que j'ai trouvé le stage. Par trouver, j'entends pas finir la recherche, qu'il y a un mec qui m'a accepté. Donc j'ai déjà fait des demandes, etc. Et puis il y a un mec qui m'a accepté début novembre.
Du coup, ça implique à peu près que, pour moi en tout cas, je me suis dit début octobre, il faut vraiment que je commence à chercher pour me laisser un mois pour faire toutes les démarches, etc. Et donc ça explique pourquoi j'ai commencé à chercher début octobre. Et puis surtout avec Maths pour tous, etc. Avant, il y avait tellement de boulot. Là, début octobre, j'ai commencé un petit peu à avoir du temps, donc j'en ai profité pour commencer la recherche de stage. Donc le samedi 7 octobre, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de stage. En fait, j'allais à Optimal Subspe un samedi matin pour former quelqu'un, pour faire le stage Python. Donc ils avaient trouvé quelqu'un d'autre pour faire les stages Python et ils voulaient que je le forme. Et en fait, il s'avère que cette personne-là, j'ai beaucoup discuté avec elle, et elle venait de l'ENS Lyon. Enfin, elle venait de l'ENS Lyon, et elle venait sur Paris là. Bon, elle habitait sur Paris, mais en tout cas, cette année, elle était vraiment sur Paris, parce qu'elle faisait le MV1. Et du coup, on a discuté, et puis à un moment, je lui ai dit que je cherchais un stage de deep learning. Et là, du coup, elle m'a commencé à parler des stages et à m'aider sur ça. Elle m'a parlé notamment d'un mec qu'elle connaissait, qui était de la promo supérieure à moi. Donc moi, je suis rentré en 2016 et cette personne était de promo 2015. Et cette personne de la promo 2015 avait fait donc du coup le stage de M1 que j'étais en train de chercher. Et elle l'avait fait à Montréal, au Mila, avec Yoshua Benjo. Donc elle m'a dit tu peux contacter cette personne si tu as besoin d'aide. Elle pourra peut-être t'aider pour rechercher ton stage. Et puis on a continué à discuter et en fait il m'a un peu ouvert l'esprit sur le monde de la recherche. Donc il m'a parlé du Mila à Montréal, de cette personne de Yoshua Benjo. Puis il m'a parlé, en fait il m'a dit Yoshua Benjo c'est un des 3 pionniers du deep learning. Ça fait très longtemps que je travaille dessus. Et il m'a cité les 3 pionniers. Donc il y a Yoshua Benjo à Montréal, au Mila. Il y a Geoffrey Hinton à Toronto. Il y a Yann Lequin, c'est un Français. Et il est actuellement à New York University. Et c'est l'ancien directeur de FAIR, donc de Facebook Artificial Intelligence Research, le groupe de Facebook pour faire de la recherche. Donc il m'a parlé des 3 pionniers. Et aussi un truc super important, c'est qu'il m'a donné, ça a l'air de rien, mais il m'a donné quelques liens vers des super bonnes ressources pour apprendre le domaine, genre le deep learning, reinforcement learning. Et typiquement, il m'a donné un lien vers le cours de David Silver. C'est un cours de reinforcement learning. Et il m'a donné un lien vers un très bon TP alors ça s'appelle HVAS, VAS, ou je sais pas comment on prononce. Ça, c'était des TP de deep learning. HVAS, c'est le nom du gars qui les a fait, hein. Ou de la société, enfin je sais pas. Bon, en gros, il m'a donné un lien vers un cours de RL voilà, et un lien vers des TP de deep learning. Et donc, il m'a ouvert l'esprit sur le monde de la recherche et m'a fait découvrir des choses un peu pendant cette discussion-là. Et il m'a mis surtout des noms de chercheurs en tête. Et ouais, voilà, il m'a mis pas mal de choses en tête, quoi, que après je pouvais réutiliser plus tard. Du coup, le lendemain de cette rencontre-là, j'ai contacté immédiatement la personne qui était dans la promo 2015 pour avoir plus d'infos sur ce qu'elle avait fait. Et donc typiquement, elle était allée au Mila, donc à Montréal. Elle m'a expliqué comment elle avait fait pour le visa, que ça avait pris 1 mois dans son cas, etc. Elle m'a parlé du stage un petit peu, enfin, elle m'a donné des détails. Et donc voilà, donc ça c'est en gros, j'ai fait 2 rencontres au tout début de mon stage. Une première avec une personne que j'ai formée qui m'a parlé d'une deuxième personne. Et voilà, j'ai discuté un peu avec ces 2 personnes-là et ça m'a permis déjà de bien me lancer dans la recherche de stage. Avant de continuer, j'aimerais vous faire une petite note sur David Silver. Donc David Silver, c'est un professeur à UCL. C'est une université à Londres, University College of London, je pense. Et c'est aussi en même temps un chercheur à DeepMind. Et il dirige le groupe de reinforcement learning de DeepMind. Et en fait, c'est le premier auteur sur plusieurs papiers. Premier auteur, en fait, c'est en gros quand vous publiez un papier, il y a souvent plusieurs personnes qui travaillent sur le papier. Et les noms des personnes sont triés par, en tout cas en informatique, c'est pas comme ça en maths, mais en informatique, les noms des personnes sur le papier sont triés par ordre de contribution. Donc c'est-à-dire la première personne, c'est celle qui a, donc c'est-à-dire que la première personne, c'est celle qui a le plus contribué dans le papier. Et donc lui, il était premier auteur sur les papiers AlphaGo, AlphaGo 0 et Alpha 0. Donc je sais pas si vous connaissez le jeu de Go, mais bon, c'est un jeu, on va dire. Imaginez les échecs, on va faire plus simple. Imaginez les échecs si vous connaissez pas le jeu de Go. Mais donc du coup, en gros, il a développé des algorithmes. Mais avec ses collaborateurs, bien sûr. Mais ils ont donc développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour jouer au jeu de Go. Et ils ont donc développé 3 intelligences artificielles de plus en plus fortes. Et le Go, c'est vraiment un jeu beaucoup plus dur que les échecs. C'est-à-dire que les échecs, on avait réussi à faire des intelligences artificielles avant pour gagner l'homme. Déjà fin des années 90, je pense, la toute première. Mais là, c'était pas vraiment l'intelligence artificielle encore. Mais déjà, à fin des années 90, on y arrivait. Mais le jeu de Go, c'est un jeu qui est beaucoup plus dur.
Et il y avait d'experts dans le domaine qui, avant ces papiers-là, pensaient que ça mettrait des années et des années et des années pour qu'on crée une intelligence artificielle qui soit bien meilleure que l'homme. Et donc du coup, lui, ils ont créé 3 intelligences artificielles de plus en plus fortes pour essayer de gagner aux échecs, gagner aux jeux de Go contre les meilleurs mondiaux. Donc la première intelligence artificielle, elle s'appelait AlphaGo et elle a été publiée en octobre 2015. Et pour qu'elle devienne forte, ils l'ont entraînée pendant 40 jours. Ils ont utilisé aussi des parties d'humains, donc je pense de bons joueurs, pour qu'elle les analyse. Et ils ont aussi utilisé le self-play. Donc le self-play, en gros, c'est l'intelligence artificielle, elle joue contre elle-même et elle s'améliore en jouant contre elle-même. Ça paraît un peu étrange parce qu'un humain n'est pas capable de faire ça. Jouer contre soi-même, c'est un peu compliqué. Mais une intelligence artificielle, quand elle fait un coup, on peut lui faire oublier qu'elle joue contre elle-même en fait. Et on peut lui faire croire qu'elle joue contre un autre joueur. Donc c'est pas un problème. Donc du coup, avec 40 jours d'entraînement, des parties d'humains et self-play, ils sont arrivés à battre le meilleur joueur mondial de l'époque. Un des meilleurs joueurs mondiaux de l'époque, je pense, pas le meilleur joueur mondial. Donc ça, c'était en 2015. En 2017, en octobre 2017, donc 2 ans après, ils ont publié AlphaGo 0. Et cette fois-ci, à la place d'être entraîné en 40 jours, il était entraîné en seulement 3 jours. Donc quand je vous dis 40 jours, c'est vraiment 40 jours non-stop. Hein. C'est 24 heures sur 24 et surtout, ils ont beaucoup de processeurs. Il y a beaucoup de calculs. Enfin, tu peux pas le faire chez toi pendant 40 jours, ça marche pas du tout. Ils le font chez DeepMind, sûrement avec des tonnes et tonnes d'ordi, ils le font tourner et ça, c'est au bout de 40 jours. Du coup, en octobre 2017, ils publient AlphaGo 0 et là, ils l'entraînent pendant 3 jours. Et bon, là, je pose encore avec plein d'ordi, mais déjà 3 jours comparé à 40 la fois d'avant. Bon, les ordis sont aussi améliorés entre temps, mais il y a quand même une grosse réduction du temps d'entraînement. Là, il n'y a pas de partie d'humain, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont besoin de regarder des parties d'autres personnes. Et ils ont fait juste du self-play. Donc, c'est-à-dire qu'elle est partie de aucune connaissance, elle a joué juste contre elle-même pendant 3 jours. Et là, au bout de 3 jours, elle bat AlphaGo, donc c'est-à-dire l'intelligence artificielle publiée 2 ans avant, 60 parties contre 40. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, cette nouvelle intelligence artificielle était déjà meilleure que celle d'avant, quoi. Et ensuite, en décembre 2017, c'est-à-dire 2 mois après, ils ont publié Alpha 0. Et cette fois-ci, ils l'ont entraîné juste pendant 8 heures. Et avec aussi seulement du self-play. Donc pas de partie d'humain. Et elle a battu l'intelligence artificielle juste d'avant, donc publiée 2 mois avant, 100 parties contre 0. Donc elle lui a mis la misère, quoi. Et donc ça, c'est juste pour vous montrer, ce que je viens de vous citer, c'est juste pour vous montrer à quel point, en ce moment, les intelligences artificielles progressent ultra vite. Et c'est dû à ce qu'il y a eu en 2012. En 2012, il y a eu une explosion du deep learning. En fait, en 2012, il y a eu une équipe qui a gagné une compétition à plat de couture contre les autres chercheurs. Et en fait, c'était la première fois que des techniques de deep learning faisaient des résultats incroyables comme ça. On utilisait le deep learning depuis longtemps, mais on n'avait pas de résultats incroyables. Et en 2012, il y a des mecs qui ont explosé une compétition en utilisant des techniques de deep learning. Et du coup, il y a beaucoup de chercheurs qui ont compris que le deep learning, ça allait être la nouvelle technique, quoi. Et ils se sont mis à l'utiliser. Et depuis ce temps-là, vous pouvez regarder le domaine, il y a de plus en plus de monde qui en fait. Et la progression, elle est exponentielle. Là, ça pète, quoi. Et par exemple, pour vous montrer à quel point ça pète, je vous mets là des citations de chercheurs du domaine. Et vous allez voir que les principaux chercheurs, leur nombre de citations croît de manière exponentielle. Donc je vous mets par exemple David Silver, Yoshua Bengio, Yann Lequin, Geoffrey Hinton. Et ça montre à quel point tous les gens commencent à s'intéresser aux papiers. Et du coup, maintenant, comme tous les gens s'intéressent, ils les citent. Et ces papiers-là, ils explosent, quoi. Et pourtant, des fois, c'était des papiers publiés il y a 15 ans ou 20 ans. Et on se rend... À ce moment-là, les papiers, ils avaient un nombre de citations constant chaque année. Et là, depuis quelques années, ça augmente, quoi. Et les images là que je viens de vous mettre, c'est les images qu'on peut obtenir sur le site Google Scholar. Et c'est un site vachement utile, je pense, dans la recherche, pour voir le profil de chercheurs, c'est-à-dire la liste des papiers qu'ils ont publiés, le nombre de citations, avec qui ils ont collaboré, etc., etc. Pour aussi rechercher des papiers. Donc c'est un outil, en fait, que quand on fait de la recherche, on l'utilise vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour un peu le contexte sur le deep learning, reinforcement learning, qui est David Silver, etc., etc. Donc pendant les 2 dimanches suivants, donc j'avais rencontré la personne qui m'a beaucoup aidé là, à Optimal, je l'ai rencontré le 8 octobre. Donc les 2 dimanches suivants, le 15 et le 22, là j'avais vraiment l'objectif de trouver la personne chez qui, ou en tout cas les personnes chez qui je pourrais avoir envie de faire un stage. Donc vraiment l'idée c'était d'avoir une liste à la fin de ces 2 week-ends, une liste avec je sais pas, on va dire 6-7 personnes chez qui j'ai vraiment envie de faire un stage, quoi. Et comme ça après je peux les contacter.
Et du coup, j'ai cherché des personnes dans les universités, chez Facebook et chez Google avec DeepMind. Et donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de la méthode que j'ai suivie pour trouver la liste de ces personnes-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup de papiers. Enfin, par lire, j'entends, je les ai pas lus en entier. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée de les lire en entier. Attention, hein, pas de manière générale. Hein, je parle là quand on fait une recherche de stage, c'est pas une bonne idée de les lire en papier, bien sûr. Les lire en entier. Bien sûr, quand vous travaillez dans votre stage, etc., il faut lire les papiers en entier. Pas tout le temps forcément, mais en tout cas, je dis pas qu'il faut pas lire les papiers en entier tout le temps. C'est juste que là, j'avais pas beaucoup de temps et je voulais trouver les personnes vite. Et lire un papier, ça prend beaucoup de temps. Ça prend au minimum 1 heure ou 2 heures. Et enfin, je pensais que c'était la méthode la plus efficace. Donc du coup, moi, dans mon cas, je lisais plein de débuts de papier plutôt. C'est-à-dire, je lisais ce qu'on appelle l'abstract. Donc c'est un très court résumé du papier. Puis l'introduction, c'est un résumé du papier plus long. Et si l'abstract me paraissait déjà pas très clair, souvent je lisais même pas l'intro. Et puis si l'abstract était bien, je lisais l'intro. Et puis si l'intro était bien, je regardais très rapidement la suite du papier. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de passer beaucoup de papiers, voir apparaître des noms, voir apparaître des titres, etc. Bon, on retient pas des tonnes de choses, mais je pense que ça permet de brasser beaucoup de contenu rapidement et déjà de se focaliser sur les choses que j'arrive à comprendre déjà très, très rapidement. Ça veut dire que c'est des choses qui pour moi vont être assez faciles, entre guillemets, à travailler dessus ou assez accessibles pour un premier stage. Donc du coup, c'est quand même un assez bon moyen pour sélectionner des personnes, je pense, ou des travaux, certains travaux. Et ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je lisais un papier, un début de papier, je notais les papiers que j'avais aimés dans un fichier. Donc j'avais une liste de papiers dans un fichier. Et pour chaque papier, je notais le titre, bien sûr. Je notais les auteurs, ça c'est important. Et je notais à quel point j'avais aimé le papier, donc entre 0 et 5. En fait, c'est important de faire ça au moment de la lecture parce qu'à la fin des 2 week-ends, vous allez reprendre votre liste, vous allez reprendre tous les papiers que vous avez bien aimés et vous aurez le nom des auteurs et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des tonnes de recherches à nouveau. Et voilà, en gros, ou par exemple, ce que je faisais, c'est que dans le fichier, je pouvais rechercher tous les papiers que j'avais listés d'un auteur aussi, c'était pratique. Donc je vous conseille de faire ça. Vous listez, pour chaque papier que vous avez aimé, vous mettez titre, auteur et une note entre 0 et 5. Ça vous permettra à la fin du week-end de savoir quels sont les papiers qui vous ont vraiment intéressé et donc de les trier en fonction des notes. Et du coup, à la fin, j'ai noté les auteurs qui revenaient le plus et ceux qui correspondaient plus aux critères que j'avais en tête, quoi. C'est-à-dire université, Facebook, etc., etc. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment trouver plein de papiers? Parce que je vous ai dit que j'avais lu plein de débuts de papier. Alors, moi, personnellement, j'ai pas une très bonne méthode. La méthode que j'ai suivie, c'est juste, j'ai pris des papiers publiés par Facebook, par DeepMind sur leur site internet. Et en fait, dans les papiers, le truc que tous les papiers font, c'est qu'ils citent d'autres papiers. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils avancent quelque chose, ils disent le papier où ça a été montré, ou voilà, c'est ça le principe de recherche, c'est qu'on cite les sources. Et du coup, je prenais un papier, et puis dans ce papier-là, il y avait des références. Et donc, quand il disait d'après tel travail sur tel truc, etc., je faisais pas pour toutes les références, parce qu'il y a des papiers où il y a 50 références, tu peux pas. Mais quand il y a des références qui reviennent, où ça te donne tu vois, et moi je cliquais pas mal dessus. Et autrement, en Google Scholar, par exemple, je prenais les profils de certains chercheurs et je regardais certains papiers qu'ils avaient écrits. Et puis un peu tout, dès que je trouvais un papier, j'essayais de le lire, j'essayais de cliquer un peu sur tout. Mais voilà, pas non plus sur tout et n'importe quoi, parce qu'il faut rester dans quelque chose qui va a priori vous intéresser. Mais voilà, en gros, c'était l'idée, c'était un peu la foire, quoi. Je cliquais un peu partout et je regardais les papiers. Et à la fin, vous voyez des noms réapparaître. Je faisais vachement attention aux noms qui apparaissaient dans les papiers. Et vous voyez des noms réapparaître. Et du coup, vous commencez comme ça à avoir une petite représentation du monde de la recherche. Mais très petite, hein. À ce moment-là, j'avais une très très petite. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, j'en ai encore une très petite. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de choses dans le domaine. Donc, j'avais une très petite vue de la recherche à ce moment-là, à la fin. Et du coup, pendant la recherche, j'ai lu beaucoup de papiers sur le deep learning et le reinforcement learning. Mais le problème, c'est que je m'y connaissais pas trop. Parce que à l'ENS, on a eu un cours de machine learning, mais c'était pas un cours de deep learning ou pas un cours de reinforcement learning. C'était vraiment quelque chose de général sur le machine learning. Et du coup, j'avais pas de connaissances sur le deep learning et sur le reinforcement learning. Du coup, je comprenais pas grand chose. C'est-à-dire que je voyais les termes apparaître. Et puis, ce que j'essayais de faire, c'est à chaque fois, je regardais des articles sur Internet pour essayer de comprendre certaines notions. J'ai aussi essayé de commencer le cours de David Silver sur le reinforcement learning. Donc vous savez, le gars m'avait passé plusieurs liens avant, dont un vers le cours de David Silver sur le reinforcement learning. Et du coup, j'ai essayé de regarder le premier cours. Enfin, je l'ai regardé, hein, mais je me suis arrêté après parce que les cours entiers prenaient 15 heures à regarder. Tous les cours, si je voulais regarder tous les cours, il me fallait regarder pendant 15 heures. Mais en tout cas, regarder le premier cours, ça m'a pas mal aidé pour mieux comprendre. Et voilà, sinon je tapais les notions sur Google, je lisais des blogs.
Donc à la fin des dimanches, des 2 dimanches là, j'avais lu environ à peu près 50 débuts de papier, je pense, et j'avais listé 10 personnes environ qui m'intéressaient vraiment. Donc en général, j'avais pour chaque personne 2, 3, 4 papiers qui m'intéressaient. Et j'ai fait exprès de lister les papiers qui m'intéressaient pour chaque personne. Comme ça, quand j'allais les contacter, ben je pourrais dire il y a tel papier, tel papier, tel papier, tel papier qui m'intéresse de vous, et qui sentent que c'est pas juste un mail bateau envoyé à tout le monde voilà, que vraiment quand je dis que je suis intéressé par vous, c'est parce qu'il y a des papiers concrets qui m'ont intéressé. Et ensuite, une fois que j'avais cette liste de papiers là, ben j'ai contacté mon tuteur pour prendre rendez-vous avec lui, pour lui parler de mes recherches et voir ce qu'on pouvait faire ensuite pour obtenir un stage. Ensuite, mardi 24 octobre, j'ai eu un rendez-vous avec mon tuteur, donc pour discuter de mes recherches de stage et de ce qui me restait à faire. Et là, dans ce rendez-vous, il m'a expliqué la meilleure technique pour avoir, en tout cas moi je pense que c'est la meilleure technique, pour avoir la réponse d'un chercheur X à votre demande de stage et pour être potentiellement pris pour ce stage-là. Et du coup, cette technique, c'était quoi Ce qu'il m'a conseillé de faire, il m'a conseillé de trouver un chercheur Y qui connaît le chercheur X chez qui je veux faire le stage et d'envoyer un mail à X en mettant Y en copie et en mentionnant dans le mail si possible que vous connaissez Y pour insister quoi. Et le mieux c'est d'être élève de chercheur Y, c'est-à-dire que Y soit votre professeur. Comme ça vous pouvez dire que vous avez suivi le cours de Y, etc. etc., etc. Et ça fait vraiment argument d'autorité. La question qu'on peut se poser maintenant c'est comment trouver les Y qui connaissent X. Et du coup la méthode que j'ai suivie, c'était celle aussi conseillée par mon tuteur, c'est d'envoyer aux profs que j'avais et qui étaient du domaine, donc du domaine du deep learning, de leur envoyer la liste des professeurs chez qui j'avais envie de faire un stage et de leur demander s'ils en connaissaient dans cette liste-là et aussi de leur demander s'ils voulaient bien que j'envoie un mail aux personnes qui connaissent dans la liste en les mettant en copie et en les citant dans le mail. Et du coup, sur les demandes que j'ai fait, il y a eu 2 professeurs qui ont bien accepté. Donc tout le monde n'a pas accepté. Il y avait des professeurs que je connaissais un peu moins bien aussi, c'est normal. Et du coup, il y a 2 professeurs qui ont accepté. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un mail type avec des parties personnalisées. C'est donc le mail que j'allais envoyer au chercheur X. Et ce mail-là, je voulais qu'il soit type, donc déjà pour pas avoir besoin de réécrire un mail à chaque fois, mais quand même personnalisé pour que les personnes se rendent compte que j'avais vraiment fait un effort d'écrire un mail pour eux et non pas un mail générique que j'envoie à tout le monde. Et du coup, mon mail, il était construit de la manière suivante. D'abord, je parlais de mes connaissances dans le domaine en question. Ensuite, je parlais de pourquoi je veux faire un stage avec le chercheur. Donc typiquement, je listais les papiers que j'avais bien aimés de lui. Et après, je mettais mes références, donc par exemple mon ancien maître de stage, mon tuteur, certains profs. Et en général, les références, c'est des personnes qui, après coup, c'est-à-dire que quand la personne X va lire mon mail, elle va voir ma liste de références et elle va ensuite les contacter si elle veut pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de moi. Donc voilà, en 3e, donc j'ai mis mes références. En 4e, j'ai mis un mini CV, c'est-à-dire un résumé de mon CV dans le mail, donc avec les choses vraiment les plus importantes pour le stage. Et en 5e, j'ai mis mon CV en complet en pièces jointes. Donc c'est comme ça que j'ai construit mon mail. Et après, du coup, mon mail était rédigé en anglais quand même parce que tous les chercheurs, ils étaient, du coup, j'ai rédigé en anglais puisqu'on n'avait pas fait un stage en France et la langue la plus simple, c'est l'anglais pour communiquer à l'étranger. Et donc, du coup, après, une fois que le mail était rédigé, j'ai fait relire ce mail-là par un ami. Et une fois que le mail était prêt, le lundi, 30 octobre, j'ai commencé à envoyer les mails aux chercheurs. Donc, j'ai envoyé un mail à des chercheurs dans des universités, donc à Yoshua Benjo, et à un chercheur à l'université de Wisconsin, aux États-Unis. J'ai envoyé 2 mails à des chercheurs de Facebook, de FAIR, on va dire. Donc un mail à David Silver et un mail à un autre gars. Et j'ai aussi envoyé 2 mails à 2 chercheurs chez DeepMind. Et là, vraiment, à ce moment-là, à 30 octobre, c'était la fin d'octobre. Et pour moi, dans ma tête, j'étais complètement à la bourre. Parce que comme je vous ai dit, je voulais avoir trouvé début novembre un stage. Et donc là, pour moi, à ce moment-là, j'étais vraiment totalement à la bourre. Je me disais, purée, je sais pas ce qui va se passer dans les procédures. Après, là, pour moi, dans ma tête, il me restait encore 3 ou 4 semaines pour trouver un stage, quoi. Là, le temps qu'il y ait quelqu'un qui me réponde et qu'on soit d'accord, etc., etc. Je me suis dit, je sais pas, si j'ai pas de chance et qu'il y a personne qui m'accepte là, je vais devoir renvoyer des mails. Et je me suis dit, il me reste encore 3 ou 4 semaines pour trouver le stage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 heures après le premier mail que j'ai envoyé, j'ai déjà eu une réponse. Et j'ai eu une réponse de Yoshua Benjo, donc le gars chez qui le mec de ma promo au-dessus avait fait le stage. J'ai eu donc une réponse de Yoshua Benjo. Et il me dit dans cette réponse qu'il reçoit des centaines de demandes de stage par je sais pas quand, mais en tout cas il reçoit des centaines de demandes de stage. Mais là il accepte immédiatement car je suis recommandé par un prof qu'il connaît très bien.
Et j'étais vraiment trop content parce que je pensais que ça allait prendre 4 semaines et là, en 3 heures après, immédiatement j'ai la recherche de stage. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que ça je l'ai appris qu'après coup, une fois que j'ai commencé mon stage, c'est que normalement il fait une interview avant d'accepter. C'est-à-dire que normalement, la procédure normale, c'est je lui envoie le mail, il dit ok, ton profil m'intéresse, on fait une interview, et ensuite à la fin de l'interview, il dit s'il te prend ou s'il te prend pas. Et là, il a répondu direct en disant qu'il me prenait et j'ai même pas fait d'interview pour le stage. Donc ça montre vraiment que cette technique, elle marche super bien. Et d'ailleurs, il a même dit dans le mail que bah là, il allait l'accepter. Donc c'est vraiment une technique qui marche, je pense, très très bien. Et moi, elle m'a simplifié énormément la tâche. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver à chaque fois une personne Y qui connaît X, quoi. C'est le seul point difficile. Et dans le mail, il a même mentionné que j'allais avoir aussi un salaire de 2080 pardon, dollars canadiens, ce qui est environ 1300 euros par mois. Donc en gros, ce qui est l'équivalent de mon salaire à l'ENS. Et j'allais pouvoir cumuler donc salaire à l'ENS plus salaire donné par le MILA. Donc ça, c'était vachement cool aussi de l'apprendre. C'est toujours bien d'avoir un peu plus d'argent, surtout quand on est à l'étranger, je pense. Et il m'a proposé à ce moment-là un sujet de stage, mais il n'était pas très précis. Il m'a parlé de quelques papiers et il m'a parlé d'un truc qui s'appelle Baby AI Game. C'était le projet qu'il lançait à ce moment-là. Et je vais pas en parler maintenant, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo sur mon stage, plus en détail de ce que c'est. Mais voilà, il m'a parlé en gros de certains papiers et de Baby AI Game. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, quand il me parlait des papiers et tout, que j'avais des lacunes dans le domaine, que ça allait pas, j'avais des lacunes en tout cas. Et je sentais qu'il allait falloir travailler avant le stage. Donc ça, tout ce qui s'est passé avec Yoshua Benjo, là, c'était 3 heures après que j'ai envoyé les mails pour faire les demandes de stage. Et dans la même journée, j'ai eu les réponses de toutes les personnes chez Facebook ou chez DeepMind. Donc j'ai eu la réponse par exemple de David Silver. Et à chaque fois, il me transférait vers le service de recrutement. Et le service de recrutement me disait que les stages de recherche étaient seulement possibles pour les personnes en doctorat. Et il me proposait à chaque fois des stages d'ingénierie. Donc j'ai compris que j'allais pas pouvoir en faire en tout cas. Et je pense il doit y avoir un moyen pour faire quand même des stages de recherche, je sais pas, j'ai l'impression. Mais peut-être passer encore plus par un autre moyen ou faire totalement la procédure avec un chercheur, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression, mais bon, là, de la manière dont je m'y suis pris, ça n'a pas fonctionné. Et le lendemain, j'ai eu une réponse du chercheur de l'université du Wisconsin. Donc j'avais envoyé, je sais pas si vous vous rappelez, des mails à 2 personnes dans l'université, à Yoshua et à ce chercheur au Wisconsin. Et il m'a répondu le lendemain et il a accepté ma demande de stage. Et il m'a même fait dans ce mail-là plusieurs propositions. Il m'a dit tu veux faire ça, 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 ça. Et à ce moment-là, quand il m'a répondu, je me suis rendu compte que il y avait un problème dans ma procédure parce que j'aurais pas dû envoyer les mails à tout le monde d'un coup. J'aurais plutôt dû envoyer un mail, attendre la réponse de la personne, envoyer un autre mail si c'est pas positif, etc., etc. Parce que là, le problème, c'est que j'allais devoir refuser Yoshua Benjo ou le chercheur au Wisconsin. Et les mecs ont sûrement pris du temps pour me répondre, etc. Donc c'est pas forcément la meilleure manière de faire. Surtout que la personne m'avait répondu juste le lendemain, donc c'est un temps de réponse acceptable. Après, le problème du fait d'envoyer un mail après l'autre, c'est que si à un moment il y a un mec qui met 2 semaines pour vous répondre, ça vous bloque pendant 2 semaines. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois vous dire si au bout de 3 jours ou 4 jours, le mec n'a pas répondu, je passe au suivant. Mais là, moi, dans mon cas, le mec avait répondu le lendemain, donc je pouvais même pas dire que ça faisait longtemps qu'il avait pas répondu et du coup j'avais pris quelqu'un d'autre. Bon, du coup, j'ai dû lui répondre à ce mec au Wisconsin et lui dire que je refuse le stage. Donc j'ai préféré Yoshua et je me suis excusé platement. Bon, en plus, il avait pris du temps pour me faire un mail avec des sujets, etc. Mais voilà, j'ai préféré choisir Yoshua en fait, parce que je me suis dit que ça allait être plus bénéfique pour la suite de mes études. Je sais pas, c'est quand même quelqu'un de très connu dans le domaine. Et je me suis dit, si je dis que j'ai fait un stage avec lui, peut-être ça va m'aider. Surtout s'il apparaît après dans mes références. Donc ça pourra pas mal m'aider. Mais je sentais à ce moment-là que j'étais pas encore à la hauteur pour le stage. Que j'allais devoir travailler encore pas mal. Et aussi à la base, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que je voulais faire un stage aux États-Unis. Principalement pour apprendre l'anglais. Et lui, Yoshua Benjo, il est au MILA à Montréal. Et à Montréal, ça parle français. Et mais je sais pas, quand on m'a accepté pour le stage, je me suis dit bon, en vrai, c'est pas grave. Ça va m'apporter aussi pas mal. Et j'ai déjà pas mal pratiqué l'année dernière, donc c'est pas si grave si je fais pas le stage dans un pays où on parle anglais, quoi. Donc voilà à peu près. Donc maintenant, je vais vous dire ce qui me restait à faire avant le stage. Donc il me restait des démarches administratives. Par exemple, il me restait la procédure pour le passeport ou le visa, la procédure pour la convention de stage et le travail que je m'impose. Donc en gros, je me suis aussi imposé du travail. J'ai essayé de faire ça avant de commencer le stage. Donc au niveau de la procédure pour le passeport ou le visa,
il me fallait renouveler mon passeport. Donc pour renouveler un passeport, vous avez besoin de prendre rendez-vous à la mairie. Et en général, ils vous envoient le passeport 2 semaines après. Et ensuite, une fois que j'avais mon passeport, parce qu'il n'était plus d'actualité, je devais faire le visa pour aller à Montréal. Donc là, le visa, c'est un peu plus compliqué à obtenir. Le MILA devait d'abord candidater. Une fois qu'ils candidatent, ils doivent me donner certaines informations. Il faut que moi, je candidate ensuite. Et après, l'administration canadienne va accepter ma demande. Et là, je vais devoir renvoyer des papiers. Et une fois que j'aurai renvoyé ces papiers-là, ils vont m'envoyer le visa. Et la totalité de la procédure, entre le moment où le MILA candidate et le moment où je reçois le visa, ça prend à peu près 1 mois environ. Et ensuite, je devais aussi faire donc la procédure de convention de stage. Donc là, c'est assez simple. Il faut juste que j'ai un sujet, que l'ENS le valide. Et après, il faut que le MILA et l'ENS signent la convention. Et la troisième chose, donc, je devais faire donc le visa passeport, la convention de stage. Et la troisième chose, c'est que je devais faire le travail que je me suis imposé pour le stage, pour me préparer au stage. Et quel est le travail que je me suis imposé? En fait, je me suis imposé de lire le livre Deep Learning Book. C'est un livre coécrit par Yoshua Bengio et qui fait à peu près 700 pages, qui est gratuit, que vous pouvez trouver en ligne, et donc qui est sur le deep learning, parce que je connaissais rien au domaine. Et je me suis dit, je vais lire ce livre-là, il a l'air pas mal, et j'espère qu'à la fin, je comprendrai beaucoup, beaucoup mieux le domaine. Donc ça, c'était la première chose que je me suis imposé de faire avant le stage. Et la deuxième chose, c'est je voulais faire les TP, en fait, qui étaient dans les TP donnés. Vous vous rappelez, la personne que j'ai rencontrée, elle m'a donné des liens vers des TP. Et je me suis dit, ces TP-là, je vais essayer de les faire, parce que ça me permet de pratiquer le deep learning. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à faire avant de commencer mon stage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire mois par mois ce que j'ai fait, donc assez rapidement. Donc au mois de novembre, j'ai suivi la procédure que je vous ai décrite avant pour le passeport. Donc je suis allé à la mairie et après j'ai reçu mon passeport. Ça m'a pris 2 semaines, c'était tranquille, il n'y avait pas grand chose à faire. Et fin novembre, j'ai commencé la procédure pour le visa. Et la première étape donc dans la procédure du visa, c'est qu'il faut que le MILA candidate. Après, ça sera à moi de candidater. Après, je renverrai des papiers et après, j'aurai mon visa. Donc il faut qu'en premier, le MILA candidate. Du coup, j'ai appelé la secrétaire du MILA au Canada. Donc si vous n'avez pas de forfait français, si votre forfait en France ne vous permet pas d'appeler à l'étranger, ce que vous pouvez faire, c'est appeler sur Skype. Moi, j'ai pris des crédits Skype. J'ai appelé le Canada, c'est genre 5 centimes la minute. Et voilà, ça c'est une solution. Vous mettez 5 euros et vous avez des tonnes et des tonnes d'heures d'appel, quoi. Donc moi, j'ai appelé la secrétaire au Canada. Et je lui ai dit, vous pouvez commencer la procédure de visa, c'est bon, j'ai mon passeport. Et elle me dit, ok, je le fais dans la journée. Voilà, je me dis, c'est parfait. Alors si elle commence la procédure dans la journée, je vais avoir mon visa fin décembre. Donc ok, nickel. Donc du coup, en gros, fin novembre, j'avais déjà fait mon passeport et elle commençait la procédure de visa. Donc c'était très bien. En décembre, j'ai commencé à faire le travail que je m'étais imposé. Donc j'ai commencé à lire le livre Deep Learning Book. En fait, les 100 premières pages de ce livre-là, c'était des rappels de maths. Enfin, je sais pas si c'est des rappels, mais en tout cas, c'était des maths de prépa. Parce que c'est un livre qui est lu dans tout le monde, donc ils font des rappels, ils savent pas le niveau que les gens ont forcément. Donc les 100 premières pages, je les ai lues à peu près en 1 heure, quoi. Je les ai passées vite pour voir ce qu'il y avait, mais c'était des maths de prépa, genre sur les matrices, etc. Bon, c'était pas trop compliqué pour quelqu'un en prépa, quoi. Et les 100 pages suivantes, je les ai lues pendant les 2 semaines que j'avais avant les vacances, les 2-3 semaines que j'avais avant les vacances. Et je les lisais un peu dans le métro ou un peu au moment où j'avais un peu de temps, quoi. Je lisais quelques pages. Et du coup, en gros, avant les vacances de Noël, j'avais à peu près lu 2 pages sur 700. Et mi-décembre, je reçois un mail de la secrétaire du MILA qui me dit je fais votre demande de candidature dans la journée. Alors je me dis ok, c'est un peu bizarre parce qu'il y a déjà 2 semaines, elle m'avait dit qu'elle candidatait dans la journée. Donc je me dis ok, elle candidate là dans la journée pour de bon. Enfin je me dis si elle a pris le temps de m'envoyer un mail pour me dire qu'elle candidate, c'est bon, elle candidate dans la journée, quoi. Ok, bon, passons. Et ensuite il y a eu les vacances de Noël. Donc dans les vacances de Noël, mon plan c'était de lire les 500 pages restantes de Deep Learning Book et ensuite d'envoyer un mail à Yoshua Bengio pour lui dire ok, j'ai lu votre livre, maintenant j'y comprends beaucoup mieux dans le domaine. Est-ce que vous pouvez me donner un sujet de stage plus précis que ce que vous m'avez envoyé avant? Et une fois que j'ai ce sujet de stage, je peux faire la convention de stage pour l'ENS. Et du coup, ça résolvera la troisième chose que je devais faire au niveau de l'administration. Et du coup, pour lire ces 500 pages, parce que c'est quand même vraiment beaucoup, ce que je faisais, c'est que chaque jour, je lisais 3 ou 4 heures, c'est-à-dire environ 30 ou 40 pages. Et il y a des jours où je lisais 8 heures dans la journée, il y a des jours où je lisais 80 pages. Et du coup, à la fin des vacances, j'avais fini de lire le livre de Yoshua et je lui ai envoyé un mail donc pour lui demander un sujet de stage.
Bon, du coup, la rentrée passe et la deuxième semaine de janvier, ben, j'étais totalement bloqué dans les procédures parce que j'avais pas reçu. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais le Mila, quand il candidate, après, il doit m'envoyer certaines données pour que moi je candidate. Et j'avais pas ces données-là. Elle m'avait jamais en fait envoyé ces données-là. Du coup, je pouvais pas candidater moi. J'avais pas de réponse de Yoshua sur mon stage. Et j'avais le NS qui me demandait vraiment un sujet de stage très très vite. Parce que on devait commencer les stages dans pas longtemps. Et du coup, il me demandait vraiment un sujet de stage. Du coup, j'étais bloqué. En gros, j'avais pas du tout les données qu'il me fallait. J'avais pas la convention, j'avais rien. J'avais pas de sujet de stage, pardon. Du coup, à ce moment-là, comme j'avais pas les données du Mila, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé la secrétaire. Et je lui ai dit, ben, j'ai pas les données. Elle m'a dit, ok, je candidate dans la journée. Et là, je me dis, mais de quoi tu candidates dans la journée? Ça fait déjà 2 mois. Non, ça fait déjà plus d'un mois, un mois et demi que tu me dis que tu candidates. En gros, je comprends à ce moment-là qu'elle avait même pas candidaté encore, donc ça allait prendre au moins un mois si elle candidatait ce jour-là. Et du coup, que mon stage n'allait pas commencer début février, mais plus tard. Bon, ok, bon, en tout cas, elle me dit que là, je l'appelle, elle me dit cette fois-ci, non, là, je candidate dans la journée. Je me dis, bon, ben, ok. Et cette semaine-là aussi, je relance Yoshua Benjo, donc pour mon sujet de stage. Et là, il me répond très rapidement le lendemain. Et il me propose un sujet de stage précis cette fois-ci. Et pour le moment, je ne vais pas trop en parler. Mais en gros, c'était du Reinforcement Learning, Deep Learning. Et il me reparle de Baby AI Game. Donc en gros, j'allais travailler sur ce projet-là. Et je vais faire du Reinforcement Learning, Deep Learning dessus. Et donc si vous voulez plus de détails, bien sûr, vous avez la vidéo pour mieux comprendre ce que c'est Reinforcement Learning, Deep Learning, etc. Et à ce moment-là, je commençais à vraiment bien comprendre mon sujet de stage. Donc c'était très bien, j'avais un sujet de stage et j'ai pu faire ma convention de stage du coup dans la foulée. Donc j'avais ma convention et il me restait plus qu'à ce moment-là à faire le visa quoi. C'était la seule chose qui me restait à faire. Et la seconde semaine de janvier passe et j'ai toujours pas de nouvelles du visa. Donc j'ai toujours pas ces fameuses données qu'il me faut pour candidater à mon tour. Et du coup au début de la troisième semaine de janvier, je la rappelle et je lui dis j'ai toujours pas les données. Et là elle me dit je candidate dans la journée. Et je me dis, mais enfin, c'est pas possible, genre, c'est dingue. Et je me dis, là, ça a vraiment trop duré, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, je la rappelais. Et tous les jours, je lui redemandais. Et il a fallu 4 jours, 4 fois pour que je la rappelle ensuite. Je l'ai rappelé pendant 4 jours, et c'est qu'à la fin du quatrième jour, elle a vraiment candidaté. Et tous les gens me disaient, ouais, je le fais dans la journée, je le fais dans la journée, je le fais dans la journée. Je dis, mais enfin, ça fait 15 fois que vous me dites que vous faites dans la journée, quoi. Et du coup, au bout de 4 jours, elle l'a fait vraiment dans la journée. Du coup, à la fin de la semaine, elle m'a envoyé les données qu'il me fallait. Et moi, j'ai candidaté immédiatement. Du coup, la quatrième semaine, j'ai candidaté. Et après, c'était la fin des cours, donc je suis rentré chez moi. Après la première semaine de février, ils ont accepté ma candidature. Du coup, j'ai dû renvoyer les papiers supplémentaires. La troisième semaine de février, j'ai reçu mon visa. Et du coup, une fois que j'ai reçu mon visa, là, c'est bon, je savais que je pouvais partir. Du coup, j'ai contacté l'ENS. Parce qu'en fait, l'ENS nous paye les billets d'avion. Du coup, aller-retour. Du coup, je les ai contactés pour qu'ils me réservent les billets d'avion. Et du coup, mon départ était prévu pour le 24 février et mon retour pour le 29 juin. Donc c'était un samedi. Je suis parti un samedi, je suis revenu un samedi. Et j'ai dû prendre, donc j'avais les billets d'avion, mais j'ai aussi dû prendre le logement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme l'année dernière. L'année dernière, j'étais allé sur le site Easy Roommate et j'allais chercher des colocations. Et à Oxford, ça avait très bien marché. À Montréal aussi, ça a très bien marché. Donc je voulais, dans ma tête, je voulais une colocation. Mais finalement, en fait, j'ai pas trouvé une colocation, c'est-à-dire avec des jeunes de mon âge qui sont au Mila ou qui travaillent n'importe où, je sais pas. J'ai pas eu ça. J'ai plutôt trouvé en fait une chambre dans un appartement. Et cet appartement, c'était une famille qui y vivait. Du coup, en gros, j'avais une chambre dans leur maison. Et dans cette famille, il y avait le père, la mère et une petite fille de 5 ans. Et du coup, c'était assez différent. Bon, je vais en reparler dans la vidéo sur mon stage. Mais c'était pas comme une coloc avec des colocs de mon âge, quoi. C'était un peu différent, mais c'était vachement cool, hein, en tout cas. Mais cette coloc-là, c'était vachement cool. Et l'appartement, il était à 20 minutes du Mila, en bus, donc c'était assez proche aussi. Et le loyer était de 550 dollars canadiens, donc ce qui fait à peu près 370 euros. Donc voilà, en gros, à ce moment-là, j'avais fini toutes les démarches. J'avais le logement, le visa, les billets, tout, ma convention de stage, etc. Donc à ce moment-là, j'avais absolument tout fini. La seule chose qui me restait à faire avant de commencer mon stage, c'était de finir de bien me préparer. Donc les troisième et quatrième semaines de février, donc les 2 semaines avant que je commence mon stage, j'ai continué à me préparer. Donc j'avais lu le livre Deep Learning Book en décembre, et j'avais encore envie de me préparer en faisant les TP que la personne d'Optimal m'avait donné. Et donc c'était les TP HBAS. Bon, je vous mettrai les liens bien sûr.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que il y en avait beaucoup, il y en avait genre 20. J'ai pas fait les 20, pas du tout. J'en ai fait 3 et le reste, je les ai tous lus, quoi. Et ces TP, vraiment, ils étaient incroyables. Vraiment incroyables. C'est-à-dire que le mec a fait un travail monumental avec ces TP. Enfin, c'est vraiment genre, là, j'ai vu des TP d'une qualité, genre, j'ai appris en 3 TP, j'ai appris des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Et c'était extrêmement bien expliqué, c'est-à-dire que il faisait son TP. Donc le TP, c'était juste un document, un Jupyter Notebook, ça s'appelle. Bon, c'est un certain type de document dans lequel vous pouvez compléter à l'intérieur du document. Donc il a fait ça, et en plus, il faisait des vidéos sur YouTube où il expliquait comment lui remplissait, comment lui faisait le TP, etc. et présentait le TP. Donc du coup, c'était vraiment très très bien. Et les vidéos qu'il faisait, elles étaient super bien. Et j'ai vraiment appris des tonnes de choses. Et très très rapidement, en 3 TP, j'ai appris des tonnes de choses. Donc c'était vraiment super super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ces TP. C'était vraiment quelque chose de qualité. Et en plus des TP, je me suis donné quelques petits programmes perso à faire. Je sais pas, j'avais des idées. Je me disais, bah tiens, je vais essayer d'implémenter ça, implémenter ça. Et donc ça aussi, ça m'a permis de continuer à bien pratiquer. Et du coup, pendant cette formation que je me suis faite, donc lire le livre plus sur les TP, j'ai vraiment appris de beaucoup de choses. Et je sentais que j'avais vraiment les bases du deep learning. Et j'avais aussi quelques connaissances en reinforcement learning. Donc je sentais que j'étais vraiment solide quand même pour commencer le stage. Et aussi à ce moment-là, j'avais commencé à vraiment pas mal travailler le deep learning, etc. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce que je découvrais. Donc j'aimais beaucoup le deep learning. Alors, il y avait des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, enfin, la chose que j'aimais le moins, et c'est, je pense que les choses que tout le monde aime pas trop dans ce domaine-là, c'est que ben, la théorie, elle est très très faible. Il y a très peu de théorie, et du coup, il y a peu de compréhension, on comprend peu ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de preuves, et les seuls travaux qui sont faits, c'est des travaux expérimentaux. C'est-à-dire qu'ils testent certains réseaux de neurones et ils se rendent compte que ça marche bien, mais on comprend pas trop pourquoi ce réseau de neurones-là, il marche bien sur tel truc. Et du coup, c'est un domaine qui est vraiment très expérimental, il n'y a pas beaucoup de théorie pour l'instant, je suppose. Peut-être que dans quelques années, il y en a beaucoup plus. Et donc ça, c'est le point négatif qu'il y a dans ce domaine-là, et c'est, je pense, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vont pas aller dans ce domaine ou n'aiment pas trop ce domaine encore. Mais il y a beaucoup de choses, moi, que j'aimais bien, c'est que ben, du coup, la théorie, elle est assez simple, mais en même temps, elle est simple et puissante, c'est-à-dire qu'en comprenant très peu de choses, on peut faire des trucs de fou. On peut avoir, si on a des idées, on peut faire des réseaux, certains types de réseaux de neurones et arriver à résoudre certains problèmes. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui, avec très peu de théorie, on peut déjà faire des choses très fortes. Et ça demande de pas mal programmer. Moi, j'aime bien programmer, donc j'étais content de programmer dans ce domaine-là. Bon, après, c'est pas forcément le truc le plus intéressant à faire, mais j'aime bien programmer. Et ça stimule aussi beaucoup la créativité. Je sais pas, moi, j'avais beaucoup d'idées d'application du deep learning, de choses auxquelles on pourrait l'appliquer, etc., d'idées de réseau. Je commençais à avoir des idées de réseau de neurones que je pourrais tester. Enfin, je commençais à avoir pas mal d'idées. Et je trouvais que c'est un domaine qui demande pas mal d'intuition. Parce que on fait pas de preuves. Bon, partout on a besoin d'intuition. Mais là, juste, je sais pas, on peut avoir une idée d'un certain réseau pour un certain type de problème. Et on peut le tester. Et pour avoir cette idée de réseau, il faut avoir de l'intuition, je trouvais. Donc du coup, je trouvais qu'il fallait pas mal d'intuition pour ce domaine-là. Donc juste pour mieux vous imaginer en gros ce qu'est le deep learning actuellement, ou ce qu'est un papier de deep learning, en gros ce qui se passe, c'est que les mecs commencent par énoncer un problème. Ils disent bah, on a tel problème, on a eu telle idée, et ils vont pas prouver que leur idée marche, ils vont juste faire des expériences et montrer que expérimentalement ça marche. Donc vous voyez, c'est assez expérimental comme discipline, quoi. Et ça, c'est tous les papiers de deep learning actuellement, c'est comme ça. Bon, il y en a certains théoriques, mais je veux dire la plupart des papiers de deep learning, c'est comme ça. Et du coup, à ce moment-là, je sentais déjà que j'allais choisir le MVA. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux masters, MPRI, qui est un master de recherche fondamentale, et MVA. Et du coup, à ce moment-là, je sentais déjà que j'allais choisir le MVA, parce que déjà, j'avais acquis beaucoup de connaissances dans le domaine, qui me seraient bien utiles pour le MVA. Donc, j'avais déjà fait une bonne part du travail. Bon, pas la majorité, mais je veux dire, j'avais déjà pas mal travaillé sur des notions que après je verrais dans le MVA. Et puis, je sentais que le domaine m'intéressait. Donc, déjà, je sentais que j'allais choisir le MVA à ce moment-là. Donc voilà, et le 24 février, bah, je suis parti pour Montréal. Et juste avant de partir, j'ai acheté un collant à Decathlon parce qu'il faisait encore très froid à Montréal à ce moment-là, je pense. Il faisait moins 10, entre 0 et moins 10. Donc j'ai acheté un collant pour les jambes qu'on met en dessous le pantalon. Et j'ai aussi acheté un adaptateur pour les prises canadiennes. Donc ça, c'est à peu près ce que j'ai fait avant le départ. Donc voilà, donc ça c'est tout ce dont je viens de vous raconter. Là, je viens de vous raconter toute ma recherche de stage, ma préparation pour le stage, etc. Bon, j'espère que vous avez appris pas mal sur comment chercher, que je vous ai donné des idées et que vous, quand vous devrez chercher un stage, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'ont fait mes camarades de promotion comme stage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher
les stages, c'est-à-dire l'endroit et ce qu'ils ont fait. Donc vous pouvez mettre en pause pour avoir le temps de lire si vous voulez. Et pour finir, je vais parler des aides financières que ils ont pu recevoir pour faire leur stage, donc c'est-à-dire des aides de l'ENS ou alors le salaire. Moi, dans mon cas, j'ai eu un salaire donc de 1300 euros par mois. Mais donc du coup, en général, selon les stages, il y en a eu certains où ils ont eu aucune aide, mais ça c'était très peu de stages. Il y en a certains où ils ont eu une aide de l'ENS, d'autres stages où en fait le labo chez qui ils allaient leur payait le logement. Ils n'avaient pas forcément de salaire, mais le labo leur payait le logement. Et dans la majorité des cas, mes camarades ont eu un salaire pour faire leur stage. Donc en général, le salaire était entre 1100 euros et 1600 euros. Ça dépend bien sûr des pays, etc., etc., et des endroits où vous faites le stage. Et si en fait je raconte ce passage-là, c'est surtout pour parler des salaires chez DeepMind et chez Facebook. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Google et Facebook, c'est des sociétés qui payent quand même très bien, comparé aux salaires auxquels on peut avoir en tête ici en France. C'est des sociétés qui payent très bien et qui payent même très bien les stagiaires. Donc là, par exemple, il y a une personne qui a fait un stage chez DeepMind à Londres et qui a été payée 4500 livres par mois. Et par contre, elle avait un salaire de 1300 livres par mois. Donc à Londres, c'est un loyer de 1300 livres par mois. Donc à Londres, le loyer est assez élevé. Et la personne qui a fait un stage chez Facebook, elle était payée 8000 dollars par mois. Et en plus, il lui payait le logement, la nourriture, le métro, le taxi. Donc en gros, elle avait 8000 euros par mois et c'est vraiment l'argent de poche, quoi. Et bon, ça, je pense que c'est des salaires qui font un peu rêver. Mais la remarque que j'aimerais faire avant de clôturer cette vidéo, c'est que je pense qu'il faut absolument pas faire, en tout cas si vous êtes normalien payé, il faut absolument pas choisir son stage en fonction du salaire. Je pense que c'est le salaire, en tout cas l'argent que vous pouvez gagner avec le stage, c'est vraiment un très mauvais critère, je pense, pour choisir un stage. Pourquoi? Parce que le but d'un stage, pour moi, c'est juste de choisir le stage qui va vous permettre d'obtenir la meilleure suite d'études ensuite. C'est-à-dire c'est un stage qui va vous apporter des connaissances, de l'expérience, des contacts, et ça va vous permettre d'avoir la meilleure continuation d'études après. En tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que je le vois. Et l'argent que vous allez gagner pendant le stage, à aucun moment, il va vous aider pour la suite de vos études. Ok, vous aurez plus d'argent, donc peut-être vous vivrez mieux la suite de vos études, je suis d'accord. Mais ça va pas vous apporter des choses qui permettront d'avoir des meilleures études, comme des connaissances, etc. En tout cas, de mon point de vue. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous privilégiez pas l'argent maintenant, que ce que vous privilégiez, c'est les meilleures études, bah forcément, vous allez arriver à avoir des meilleurs jobs. Et donc, en fait, vous allez avoir des jobs qui vous payeront peut-être plus. Et donc, au final, sur le long terme, en n'ayant pas choisi l'argent pendant votre stage, bah, vous obtiendrez des travaux, des métiers qui vous payeront plus sur le long terme et peut-être que vous gagnerez beaucoup plus d'argent au final. Alors attention, hein, je dis pas que les personnes qui sont allées chez Facebook ou chez DeepMind ont fait ça pour l'argent, hein, pas du tout. Hein. Je dis pas du tout ça. Ils ont sûrement fait des stages très très intéressants, mais je dis juste que au moment de votre recherche de stage, ne vous dites pas il faut que j'aille chez Facebook parce qu'ils vont me payer 8000 dollars par mois. C'est pas du tout ça que vous devez avoir en tête, d'accord? Il vous faut penser à qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour mes études, ce qui va me permettre ensuite d'avoir le meilleur métier possible. Et là, peut-être que ça me payera beaucoup. Peut-être que du coup, j'irai chez Facebook et là, j'aurai 10 000 dollars de salaire par mois pendant tout le reste de ma vie. Bon, j'exagère, mais voilà, c'est l'idée. Bon, bah voilà, je pense que vous avez une meilleure vue sur tous les stages qu'on a pu faire, nous, au département d'informatique cette année.